Oui, Monsieur le Président. 4 remarques et une question pour finir. Les 4 remarques que je vais faire concernent l'esprit général du budget, mais concernent donc une partie du puzzle, c'est-à-dire ce que l'on vient de voir. Donc ça s'appliquera pour la suite. La première des remarques concerne, et ça irrigue donc les quatre thèmes, le problème des dépenses de fonctionnement. Dans le pré-budget, enfin en tout cas dans la pré-annonce qui a été faite tout à l'heure, il est parlé d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et il me semble qu'il y a à des moments un genre de tour de passe-passe entre périmètre constant et périmètre pas constant. Une baisse est annoncée. Pourtant, quand on regarde le document, le BP 2015, qui, en dehors des PowerPoint qui furent une arlésienne et une surprise et une découverte aujourd'hui, je peux vous dire qu'il suffit de regarder les chiffres, parce que les faits sont tenaces. Les dépenses réelles hors provision de fonctionnement, elles passent de 299 millions d'euros à 321 millions d'euros. Donc il n'y a pas une maîtrise, il y a une augmentation de 7,52%. Les recettes réelles de fonctionnement, elles, contrairement à ce qui est dit, elles passent de 338 millions d'euros à 336. Là, il y a une légère baisse de 0,62%. Dans le monde réel, pas dans le monde des puzzles, ça s'appelle l'effet ciseau qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que les dépenses augmentent plus vite que les recettes, qui elles sont en baisse. Et il nous semble que c'est d'autant plus préoccupant que ce ciseau s'opère avec une baisse de 11,4 millions d'euros de dépenses de fonctionnement sur lequel, malgré les puzzles dont je prends connaissance, on est assez silencieux. C'est les 11,4 millions du SMTC qui disparaissent. À quoi ressemblerait donc le budget si 36,7 millions d'euros avaient été affectés au fonctionnement du SMTC et pas 25,3 ? Il me semble que les difficultés du SMTC, dans laquelle les citoyens vont se retrouver, ont presque un effet d'aubaine, j'allais dire, sur la présentation du budget d'aujourd'hui. Ma deuxième remarque, ce sont sur les charges de personnel. Elles continuent leur croissance. On parle de contenir, c'est 5% par rapport au BP 2014, page 14 de votre rapport. On nous explique que cela est dû au recrutement fait en 2014 et que cela, bien sûr, ne devrait plus augmenter. Je vous le dis très simplement, nos débats sont enregistrés, je ne vous crois pas. Et je peux vous dire qu'avec les transferts de compétences chaotiques tels qu'ils existent aujourd'hui, et je le dis d'ores et déjà devant cette Assemblée, eh bien nous ne contiendrons pas ce chapitre, puisque quand nous en avions l'occasion en 2014, nous n'avons pas su le faire. Et au surplus, et c'est à la magie des chiffres et le fait d'avoir 8 budgets annexes à un budget principal, en passant, et pour être constructif, c'est bien ce que nous essayons de faire, quoi qu'on puisse essayer de nous attribuer comme propos, pourquoi ne pas commencer à consolider ces budgets pour avoir une vision globale ? Ça pourrait être intéressant. Ça permettrait de voir que la magie des chiffres, vous avez transféré 14 millions d'euros de charges de personnel aux budgets annexes et vous équilibrez cela par la fin du remboursement de ces mêmes charges au BP. Ça s'appelle un tour de passe-passe, pas vu, pas pris, nous l'avons vu. Troisième remarque, les autres dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses de fonctionnement, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans un budget, c'est plus 6,9 millions d'euros de charges nouvelles. C'est ce qu'on appelle contenir un budget. Et vous nous expliquez, page 15, parce qu'on reste factuel, on s'accroche à ce document, que l'essentiel de l'augmentation de ces charges, hors reversement aux communes, provient, je cite, de la réévaluation du remboursement du budget principal au budget annexe et de la régie assainissement. Je vous le dis très simplement sur ce sujet-là, on va vous croire. On va vous croire parce qu'avec ce que vous nous avez donné, je ne peux pas faire autrement. Mais encore une fois, je pense qu'un budget consolidé permettrait, puisque c'est l'an 0 ou l'an 1, je ne sais pas comment il faut raisonner, de la métropole, eh bien, ce serait intéressant qu'on ait pu commencer cette année à avoir un budget consolidé pour avoir une vision globale. Quatrième point avant ma question, la dette. Ah, la dette. On a été pudique, on en a parlé très peu. Elle s'élève à 355,7 millions d'euros au BP 2014 contre au BP contre 348 l'année prochaine, soit une augmentation de 2,21%. J'ai l'impression, mais vous me démentirez sans doute, que le désendettement n'est pas à l'ordre du jour. Et face à cet encours de dette, je trouve une épargne brute, cette capacité d'autofinancement de 50,4 millions. Ça fait ressortir un ratio qui, je le reconnais, il peut être intéressant. Mais avec l'évolution prévisible en baisse des concours de l'État, ce ratio, à mon sens, et il aurait fallu l'anticiper, va se dégrader d'autant plus vite que la métropole, comme je viens de le dire, va continuer inexorablement, en tout cas je ne l'espère pas,
à s'endetter. Vous félicitez également du fait que 37% des dépenses d'équipement seront autofinancées. Excusez-moi de faire l'exercice à rebours. Laissez-moi être le verre à moitié vide. Ça signifie à contrario que 63% de l'investissement sera financé par de la dette, ce qui représente pour l'année 42,2 millions d'euros. La dette va donc augmenter, d'autant plus que la métropole se fixe comme objectif de financer à 80% par de la dette les futurs investissements. Alors, puisque le budget n'est pas consolidé, j'ai essayé de faire ce petit travail. Et quand on cumule l'endettement de tous les budgets, le budget principal et les nouveaux budgets, nous en arrivons à la somme de 553,8 millions d'euros. Ajoutez à cela la dette garantie par la métropole, 717,8 millions d'euros. Le total de la dette réelle et garantie s'élève à 1,271 milliard d'euros. Ainsi, donc, en prenant en compte les budgets annexes, la dette consolidée s'élève aux chiffres que je vous ai indiqués. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est que de la dette garantie. Certes, la métropole n'a jamais été appelée en garantie ensuite d'une défaillance d'un des organismes auxquels elle apporte sa caution. Mais l'examen et le regard que l'on peut porter sur des établissements en France, mais aussi chez nos voisins européens, nous permet de craindre et peut-être d'anticiper, et c'est peut-être ça un budget qui peut avoir d'intéressant, de se dire que la dégradation de la situation économique pourrait nous toucher et nous devrions anticiper cet élément-là. Ça n'est visiblement pas le cas. Je voulais dire aussi, et pardonnez-moi encore de parler d'une chose pas très agréable, ce sont nos emprunts que l'on appelle pudiquement les emprunts structurés, qu'on va dire toxiques pour parler un langage beaucoup plus clair que l'on comprend tous, où il faut provisionner plus de 2 millions d'euros par an pour le risque lié aux intérêts. Il faut peut-être à l'occasion féliciter au passage le VP aux finances de l'époque, Madame Fioraso, qui avait fait ce choix. Ce choix est d'autant plus fâcheux aujourd'hui. Il est d'autant plus fâcheux et dangereux qu'il n'a échappé à personne il s'était passé quelque chose du côté de la Suisse. Il s'est passé quelque chose du côté de la Suisse avec une parité qui n'est plus la même. Alors, pendant la commission, j'ai posé la question en disant « Mais que provisionne-t-on comme risque ? Que provisionne-t-on » Eh bien, cette année, et si j'ai bien compris, si j'ai mal compris, je suis prêt à ce qu'on me l'explique différemment, eh bien, nous n'allons provisionner pas un seul euro pour cette déréglementation avec le franc suisse. Pourquoi ? Explication technique. Parce qu'on ne peut le constater qu'au 1er janvier de l'année suivante, 1er janvier 2016. Ne peut-on pas être un petit peu prudent et anticiper ce point-là ? N'était-ce pas possible ? N'était-ce pas possible ? Ou peut-être que c'était indispensable de ne pas le faire pour ne pas gâter, comme on parlerait d'un fruit, pour ne pas gâter le budget qui doit être présenté. Alors, je vous avais dit 4 points, quelques mots de conclusion. Je crois qu'il y a, si c'était un budget magique, il ne l'est pas, un lapin devait sortir du chapeau, c'est quelques lièvres que nous avons trouvés. Et je voulais dire que c'était peut-être, à notre sens, pourquoi est-ce qu'il y a cette faiblesse que nous qualifions d'indigence ? Nous croyons que c'est parce que, et je le dis très simplement à la majorité dans son ensemble, il n'existe pas, vous n'avez pas de projet de territoire. Vous n'avez pas de vrai projet politique digne de ce nom. C'est notre conviction en tout cas, et nous savons qu'on a une grande divergence là-dessus. Et c'est ça qui fait la richesse d'un débat, Monsieur le Président. C'est pour ça que nous voulions nous exprimer à ce sujet-là. Votre contrat de majorité, c'est notre analyse, n'est qu'un contrat, n'est qu'une, une ficelle à la patte des personnes qui ont bien voulu rentrer dans cette nasse, mais en tout état de cause, à notre sens, ça n'est pas un projet de territoire. Et les 3 objectifs que vous fixez dans ce BP, c'est-à-dire la lutte contre les précarités, la lutte contre les inégalités et la transition énergétique, 3 points auxquels nous croyons, tout comme vous, fortement, ne sont pas l'essence même des métropoles. Et ça, il n'y a pas de subjectivité. Le législateur fait et crée ces métropoles pour faire du développement économique. Et une fois que cette machine est lancée, évidemment qu'il faut lutter contre les précarités et les inégalités, et cette transition énergétique doit irriguer même le développement économique. Nous avons au moins ce point d'accord. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer sur une question, puisque c'est le débat, et j'espère, mais j'en suis déjà convaincu, puisque c'est un des temps du débat, que vous allez répondre à ma question. Et ma question s'adresse à Monsieur le Président de la métropole, mais aussi au Président Lissi, Nivon et Trovero. J'invite dans ce débat, si vous me l'autorisez,
Si vous me l'autorisez, Monsieur le Président, j'invite Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Madame Lebranchu, qui, je cite, est venue rassurer les élus de métropole hier à Nantes en clôture du colloque, le colloque Demain les métropoles, et elle disait la chose suivante, 4 lignes. Les grandes agglomérations sont des moteurs de rayonnement de notre pays qui doivent jouer une dynamique d'entraînement des territoires. Pour cela, il faut leur donner les outils nécessaires pour accroître leur capacité d'innovation, d'investissement et de croissance. Je ne fais pas entrer au débat le groupe RCSE puisqu'il est là, mais dans les colonnes du Dauphiné libéré, il était dit, je cite, que pour le Cap métropolitain, une stratégie d'animation du territoire s'imposait et une ligne claire partagée pour sortir du dogme de la croissance. Alors, Monsieur le Président et Messieurs les présidents de groupe, êtes-vous conforme à l'esprit de la loi des métropoles et à ce que préconise Madame Lebranchu, ou pensez-vous, au contraire de Madame Lebranchu et de l'esprit de la loi, qu'il faut sortir du dogme de la croissance ?